bonjour et bienvenue à tous. Donc on fait une petite conférence aujourd'hui d'une heure et demie sur les métiers du droit du numérique. Je me présente très brièvement, je suis Marcel Moritz, maître de conférence et avocat et en charge ici du master du droit du numérique et du diplôme universitaire informatique et liberté. Et j'ai autour de moi un certain nombre important, très serré, d'experts dans le domaine du droit du numérique qui ont fait l'amitié et le plaisir de venir aujourd'hui pour répondre à vos questions. Donc on ne va pas faire une intervention extrêmement longue sur les métiers du numérique. L'idée c'était plus d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. J'ai pensé peut-être d'abord donner la parole à chacune des personnes présentes aujourd'hui pour d'abord se présenter rapidement, c'est-à-dire globalement ce qu'ils font, leur métier aujourd'hui. Puis on s'intéressera un peu à leur parcours, à leur vision future du métier, mais peut-être d'abord je vais faire circuler le micro autour de moi pour qu'on vous explique rapidement bien, qui sont ces gens, que font-ils dans la vie. Et puis je vais reprendre ensuite pour animer les débats et continuer avec les questions. Alors je passe peut-être d'abord la parole à Édouard Verbeek, qui est avocat, qui est un ancien du Master 2 il y a quelques années maintenant, et qui va vous raconter un petit peu ce qu'il fait dans la vie. Mais rapidement. Merci Marcel, bonjour à tous. Donc Édouard Verbeek, je suis avocat au barreau de Lille. Et comme l'a indiqué Marcel, en effet, je suis un ancien de l'I2, j'ai fait le Master 2 droit du numérique. À l'époque, c'était droit du cyberespace. C'est d'ailleurs toujours le nom du master du cyberespace. Et aujourd'hui, j'exerce à Lille. Et donc, mes compétences, c'est droit du numérique. Donc en fait, droit du numérique, c'est finalement un domaine assez large parce que vous allez avoir forcément la protection des données à caractère personnel. C'est un domaine sur lequel je travaille, mais également tout un aspect contrat informatique, encadrement de projets informatiques dans les entreprises. Ça, c'est la deuxième composante importante. Vous avez aussi les aspects d'encadrement des activités juridiques en ligne. Quand une société veut lancer un site internet ou lancer une application mobile, vous allez avoir des aspects contractuels qui seront des éléments sur lesquels on va se pencher. Et après, il va y avoir tous les sujets relatifs à la e-réputation en ligne, donc les problématiques de diffamation, d'injures sur Internet. Vous pouvez avoir aussi toutes ces problématiques de commentaires abusifs sur les réseaux sociaux, sur les différents sites sur lesquels on va pouvoir traiter tous ces domaines-là. Donc c'est finalement un domaine assez vaste, même si le droit du numérique, on a l'impression que c'est une spécialité, finalement il y a beaucoup de choses qui sont assez différentes. Donc c'est un sujet riche et on ne s'ennuie pas. Merci beaucoup. Alors, Nicolas Rago, adjoint du délégué à la protection des données de l'Université de Lille. Donc, tout comme Édouard, je suis un ancien du master droit du numérique dirigé par Marcel. Et donc, moi, je suis issu précisément de la promotion de l'année dernière. Donc, vraiment, tout beau, tout neuf, on va dire. Au niveau de mon expérience dans le domaine de la protection des données, eh bien, vous aurez compris, elle est très jeune. Mais au regard justement de mes fonctions que j'occupe auprès du délégué à la protection des données, c'est une expérience qui est très riche. Donc voilà, je tiens à remercier encore une fois Marcel Moritz pour m'avoir permis d'accéder à ces fonctions. Ça c'est parce qu'il vient d'être diplômé, après on oublie. Alors j'en ai un dernier qui a été diplômé du master, après c'est promis, il n'y a plus de diplômé du master. Bonjour à tous, alors moi c'est Saïd Asdout, je travaille pour le cabinet de conseil et d'audit de Deloitte, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc je suis senior consultant juridique et spécialisé principalement en protection des données personnelles. Je suis aussi un ancien du master comme M. Moritz l'a précisé, donc il y a 4-5 ans. Et principalement mon métier c'est d'aider des entreprises clientes dans toutes leurs démarches en matière de protection des données personnelles juridiques. Donc que ce soit RGPD ou aussi en matière internationale, donc avec le CCPA, les autres réglementations internationales. Voilà, juste pour résumer un peu ma fonction. Bonjour, Willy Duhan, je travaille pour Activision Blizzard. Je ne suis pas du master, j'ai fait ma thèse en même temps que Marcel. Donc ça nous rend un petit peu plus... Distant? Non. Tu dois J'allais dire âgé, mais non, pas encore. Après, j'allais dire expérience, mais c'était pas mature. Bref, donc je travaille chez Activision Blizzard, donc c'est un groupe
que vous connaissez peut-être, où on fait des jeux vidéo, du e-sport, etc. C'est un groupe d'entertainment. Et je suis senior manager là-bas et je travaille sur... alors c'est plus vaste que le droit du numérique parce que j'ai différentes casquettes, mais je lead la fonction Privacy International sur toute la compagnie. Et je m'occupe également de tout ce qui est affaires réglementaires, affaires publiques au niveau européen. Pour détailler ce que ça veut dire, mais certains appellent ça un lobby, mais c'est absolument pas du lobby. C'est vraiment différent. Et évidemment, j'ai une casquette aussi de droit commercial, et donc sur laquelle je travaille sur le droit de distribution, des contrats de partenariat, à travailler avec des ambassadeurs, des stars, etc. pour supporter les équipes marketing dans le développement, dans la promotion de nos produits et de nos services. Merci beaucoup. Donc vraiment, je suis encore plus éloigné du master de ma petite table en fait. On a cherché un strapontin, on va pas l'écart. Et je suis donc Jérôme Couzigou, je travaille à la Société Générale avec le DPO, le groupe, DPO Office, et je suis rattaché à la fonction juridique. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un DPO? C'est une personne qui va avoir beaucoup de casquettes. Notre DPO à nous, en fait, parce qu'il y a autant de DPO que de structures, tout de suite, c'est quelqu'un qui est issu de notre groupe bancaire, qui est passé par l'inspection, qui est passé par le réseau retail, par la clientèle, personnes privées, France, qui a géré les centres d'appel, qui a un parcours, qui connaît en fait l'univers, qui connaît les gens surtout, et qui n'est pas du tout juriste. Parce que ça, c'est très facile d'externaliser sur nous, notamment, parce que j'ai un profil de juriste, je suis également avocat. En revanche, connaître le groupe et savoir comment il fonctionne et qui fait quoi, et qui est responsable de quoi, ça, c'est plus compliqué, ça ne s'invente pas, et c'est des années de présence et de relationnel. Voilà, donc notre DPO, il est issu du monde de l'inspection de la conformité, et pas juriste. On peut enchaîner directement peut-être sur ta formation, donc ça le micro revient et on parle rapidement de la formation qui vous a tous amené à arriver là. Donc la mienne, pour ma part, c'est une formation juridique, une formation de juriste. J'ai découvert la matière de données personnelles un peu par hasard, comme pas mal de gens je pense. Il y a longtemps maintenant, j'étais à l'école du barreau, je cherchais un stage et il se trouve que sur le site de l'école, il y a une offre pour aller faire un stage à la CNIL, au service des plaintes. Et donc voilà, j'ai passé des entretiens, ça s'est bien déroulé, et puis j'ai intégré la CNIL comme stagiaire. J'ai fini ce stage qui s'est très bien passé, j'ai gardé contact avec les gens avec qui je travaillais, parce que certains sont devenus des acteurs. J'ai fini mon cursus, j'ai commencé à exercer en tant qu'avocat, et puis je suis revenu par la suite à la CNIL, en tant que juriste cette fois-ci. Et voilà comment j'ai passé 8 ans chez le régulateur avant d'aller vers d'autres horizons, pas tout de suite la Société Générale. Je suis passé par un cabinet d'avocats et de conseil qui n'est pas Deloitte. Pas loin, c'était EY. Et ensuite, et après, voilà, j'ai rejoint l'associé. Donc j'ai un parcours de juriste et c'est pour ça que j'ai été recruté par notre DPO pour l'aider sur cette composante-là. Et également juriste, mais comme je suis passé chez les consultants, j'avais une approche un peu différente qui correspond assez bien à ce que lui a en tête comme organisation. Le DPO n'est pas un juriste, il est là pour animer une communauté, suivre des projets, les cadencer. Donc il faut également, il ne faut pas uniquement être juriste et dire il y a un risque, on arrête le projet, ça ne marche pas en fait. Il faut dire quel est le risque, pourquoi, comment, est-ce qu'on peut y aller ou pas, et donc il faut accompagner les métiers. Alors, si toi tu es arrivé dans la protection des données par hasard, moi je suis arrivé dans le droit par hasard. J'ai une formation initiale d'histoire et philosophie antique. Ça marche. Et je me suis retrouvé à faire des études aussi de sciences économiques et politiques en parallèle, ce qui m'a amené sur le droit, ce qui fait totalement sens, je trouve. Du coup, j'étais extrêmement intéressé par tout ce qui était nouvelles technologies. Commencer par l'Antiquité, ça a un lien direct.
Et du coup, je me suis retrouvé donc du coup un master 2 à Nanterre de droit de nouvelles technologies, sur un intitulé un peu différent. Et j'ai continué sur une thèse. J'ai fait ma thèse de doctorat sur la responsabilité des fournisseurs d'accès à Internet, à l'époque où la jurisprudence était naissante, jurisprudence de première instance. Et ça correspondait à une question de est-ce que Internet est un espace de droit, de non-droit, de liberté, de non-liberté, etc. Et comment est-ce qu'on peut balancer les droits entre les ayants droit et la liberté de communication et d'expression, etc. Donc c'était vraiment le socle de ma thèse, et ce qui m'intéressait, c'était vraiment plutôt l'aspect philosophico/juridique de la matière. Et donc ma thèse doit être à la librairie, la bibliothèque ici, j'imagine. Sinon, il faut imaginer. Ah, ben j'en ai pas offert un exemplaire déjà. Ah, j'ai peut-être allumé le poêle. C'était pour l'année dernière pour se chauffer. Écoute, j'en ai encore. La prochaine fois. Et en finissant ma thèse, il y avait une offre à la CNIL, ce qui correspondait à mon profil, donc je me suis retrouvé à la CNIL. Il y a un thème, en fait, dans ce panel que Marcel a construit. Je me suis retrouvé à travailler avec Jérôme. J'ai travaillé quelques années dans le service d'affaires réglementaires. À l'époque où les révélations Snowden sont arrivées, j'étais dans le service régalien, on s'occupait de tout ce qui était service de renseignement, police, justice, etc. C'était extrêmement intéressant, laborieux. Et après coup, je suis parti dans le privé, où j'ai déménagé, je suis expatrié. Je suis parti à Londres et j'ai trouvé une position d'équivalent de DPO. C'était avant le GDPR. Chez Electronic Arts, qui est notre éditeur de jeux vidéo, FIFA par exemple, qui à l'époque était un très bon éditeur de jeux vidéo, mais maintenant je suis passé chez Activision après quelques années chez Electronic Arts, et donc je pense que Activision Blizzard fait des jeux vidéo de meilleure qualité. Et donc du coup j'ai développé ma carrière en fait, dans le numérique, la protection de données, de manière un peu par opportunité, par chance, par intérêt évidemment. Mais il s'avère que ce que m'a appris mon parcours, c'est que quand on est curieux et qu'on essaie, ou on tente de rentrer dans ce qui nous intéresse et on prend le sujet soi-même, on n'attend pas qu'il soit servi en fait, ça ouvre des portes. Même si on n'a pas de relation, si on n'a pas fait les études parfaites au départ, etc. Il y a énormément d'opportunités en ce moment dans le secteur. Et il suffit je pense qu'il suffit d'être curieux, pas hésiter à faire, je déborde, mais parce que j'ai ça en tête, mais de faire des stages. La première expérience ou les 2-3 premières expériences sont vraiment essentielles pour définir un parcours de carrière. Et vous êtes exactement à ce moment-là où vous avez un champ des possibles énorme. Et donc, à ne pas hésiter à tenter, à aller voir des professionnels, à rentrer dans des stages, à aller à l'étranger si nécessaire ou dans d'autres villes si vous avez la possibilité, c'est vraiment essentiel parce que c'est comme ça qu'on arrive à construire ou à lancer une carrière. Donc moi ça va être beaucoup plus simple, tout simplement parce que j'ai fait toutes mes études ici à Lille. J'ai fait un Master 1 en droit des affaires, un Master 2, donc celui en droit du numérique. J'ai fait le double Master 2 d'ailleurs, celui qui est avec Murcie en Espagne. Et juste après le Master, j'ai fait quelques stages dans des cabinets d'avocats, avant de choisir de postuler dans des institutions européennes. Pourquoi pas, je me suis dit, profil européen, on va essayer. Et j'ai été pris au Conseil de l'Union européenne, dans le bureau protection des données, donc au sein du DPO, justement, qui a été une excellente expérience, notamment en matière de réseau. Donc là-bas, on rencontre beaucoup de monde d'univers différents, que ce soit côté européen, institution européenne, mais aussi tout ce qui est secteur privé, entreprise. Donc après mon expérience au Conseil de l'Union européenne, j'ai postulé chez Deloitte, l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement. Et ça fait maintenant 4 ans que je suis chez Deloitte. Voilà. Peut-être aussi rapidement expliquer comment je suis arrivé là, parce qu'après tout, dans les métiers du droit du numérique, il y a aussi l'enseignement en droit du numérique, et je suis aussi avocat sur un tout petit temps libre.
C'est l'histoire qui ressemble un petit peu à ce qu'on vous a raconté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, on est aux alentours de l'année 2003-2004. Moi, je voulais vraiment être avocat d'affaires, c'était mon objectif. Je voulais être dans un très 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 gros cabinet d'avocats d'affaires, gagner plein d'argent, voyager tout le temps en business. C'était mon objectif, quoi. C'était un peu ras du bonnet, mais c'était mon objectif. Et puis en fait, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai raté le CRFPA. Ça a été une chance fabuleuse. J'ai raté le CRFPA et ça m'a obligé à l'époque à faire un autre Master 2. Il y avait très peu de masters en droit du numérique, alors il y avait le tien à Nanterre, mais moi je voulais rester dans le coin parce que j'avais la possibilité de financer mon master avec un cabinet d'avocats qui me payait plus ou moins mes études et qui me gardait en contrat. Donc il fallait que je reste à peu près à Aix-Marseille dans ce coin-là, et donc on avait un master là-bas en droit des médias et ça tombait bien parce qu'il y avait assez peu d'heures de cours, donc ça m'arrangeait bien d'avoir peu d'heures de cours. J'ai fait ce master-là, je trouvais ça super intéressant. Alors on faisait de la radio, de la télé, de la presse écrite et puis un peu de droit de l'internet. Je voyais tout de suite arriver un truc quand même très intéressant, c'est que 2004 c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique, c'est quand même vraiment le début de la spécialisation du droit du numérique. J'ai trouvé ça fascinant. Et puis à la fin de l'année, vraiment par chance, parce que ça me plaisait tout simplement aussi, et que j'ai peut-être pas mal travaillé parce que ça me plaisait, j'ai une allocation de recherche. Le major à l'époque avait une allocation de recherche. Ça permettait en synthèse d'avoir 3 années de thèse financées sous la seule réserve de faire 60 heures de TD par an, ce qui est quand même assez confortable. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer ça maintenant? Après tout, on a notre vie devant nous pour être avocat, 3 années pour enseigner, ça peut être sympa, faire une thèse, c'est un peu original, j'y avais pas pensé, pourquoi pas. Et j'ai commencé à enseigner comme ça, par le plus grand des hasards, des matières que je n'avais mais alors absolument jamais étudiées avant, même pas en tant qu'étudiant, rien, pas lu un livre. Mes premiers cours ont été droit constitutionnel, jurisprudentiel et droit administratif des biens. On veut dire que c'est assez loin quand même d'un magistère en droit des affaires, très 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 loin, et loin aussi d'un master 2 en droit des médias. Mais ce que j'ai aimé tout de suite, c'est enseigner. J'ai trouvé ça génial. Je me suis vraiment découvert une vocation, avoir mes premiers TD, enfin vraiment, j'ai trouvé ça fabuleux. Et pour vous dire à quel point ça m'a marqué, j'ai eu, au même moment, j'ai passé l'examen d'entrée au CRFPA, donc à la fin, quand j'ai fini ma thèse, je pouvais très facilement rejoindre la profession d'avocat, mais j'avais vraiment envie de continuer d'enseigner. Mon dernier TD a été un crève-cœur. Pour vous raconter ma vie, j'ai vraiment fini la tête dans ma sacoche, je pleurais comme un gamin. J'étais triste de ne plus jamais venir enseigner à la fac parce que vraiment, j'adorais ça. Et du coup, je me suis accroché, j'ai essayé de garder un pied dans l'université. Je suis devenu avocat en parallèle, parce qu'il faut bien manger. Et puis j'ai obtenu une qualification, un poste à la fac de Lille, etc. Et depuis 2011, maintenant, je fais les deux. Alors, il faut être honnête, je suis quand même beaucoup plus universitaire qu'avocat. Je suis avocat sur mon temps libre parce que ça m'intéresse et ça me passionne. Mais globalement, globalement, c'est 2 casquettes qui sont complémentaires et qui me réjouissent. Je suis très heureux de ce que je fais. Encore une fois, c'est un parcours atypique parce qu'à la base, je n'avais pas du tout pensé à ça. D'abord, je n'avais pas du tout pensé à l'enseignement, je n'avais pas du tout pensé au droit du numérique non plus. C'est venu, j'ai fait une thèse sur l'affichage publicitaire, donc c'est un très vieux média, rien à voir non plus avec le numérique. J'ai eu la chance d'avoir un directeur de thèse qui m'a amené à écrire des articles sur le sujet. Et comme c'est un droit qui naissait, qui se développait à l'époque, j'ai tout de suite trouvé ça extrêmement intéressant. Les vies sont faites en général comme ça, les carrières sont faites de hasard et de portes qu'on défonce. C'est en général la constante de ce que vous raconterez. La question quand même, c'est est-ce que tu voyages en business maintenant? Alors ça dépend, ce que je voyage en business, l'université est pauvre, quand on voyage avec l'université en général on ne voyage pas en business, c'est très exceptionnel. Non, malheureusement je ne voyage pas trop en business, très rarement. C'est pas voyager en business à moins de 50 ans. Non, c'est ça, t'as raté ton micro. Alors, me concernant, comment je suis arrivé dans ces matières, première année de droit, et je suis là à la fac, pourquoi pas faire une première année de droit, sans grande conviction, mais bon, voyons, on verra. Et en fait, droit constitutionnel, le prof de droit constitutionnel, c'est Alex Turc, qui à l'époque était président de la CNIL. Je pense qu'il était président de la CNIL à l'époque. Et donc en fait, il nous faisait ses explications sur les droits constitutionnels, la 5e République, etc. Et parfois, il nous donnait des petits exemples sur son activité à la CNIL, qu'est-ce que t'es la CNIL, quels sont les projets que la CNIL encadrait. Et je trouvais ça intéressant, donc j'ai gardé ça un petit peu dans le coin de la tête, et j'ai continué ma licence. Et au moment de choisir, commencer à choisir une orientation, donc un Master 2, j'ai été retourné le voir, j'avais dit mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse, je n'avais pas forcément vraiment d'idée de Master 2, et puis il m'avait dit mais si ce sujet vous
vous intéresse, le Master 2 de Lille 2 en droit du cyberespace, ça peut être une bonne opportunité pour vous. Et donc du coup, je me suis retrouvé dans ce Master 2, donc avec Marcel Moritz. Et ensuite, j'ai passé le concours d'avocat, et pendant le concours d'avocat, vous avez la possibilité de faire à l'époque, parce que maintenant ça a peut-être changé, mais vous avez 2 stages, un stage en cabinet et un stage PPI, qui était soit en entreprise, soit en administration. Donc moi, mon stage PPI, je l'ai fait à la CNIL de service des plaintes. Et c'était assez intéressant parce que la loi informatique et liberté, quand vous la voyez d'une approche purement théorique, un responsable de traitement, une donnée à caractère personnel, un délégué à protection des données, c'est au stade de la fac, ça peut être pareil théorique. Une fois qu'on est à la CNIL, on comprend un petit peu que c'est quelque chose qui vit, qui fonctionne, qu'il y a des gens qui font des plaintes, que la CNIL fait des contrôles des entreprises, qu'elle sanctionne des entreprises, et c'est beaucoup plus concret. Et donc là, je me suis dit, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Donc du coup, après, c'est pour ça que, en tant qu'avocat, j'ai voulu directement exercer en droit du numérique parce que on fait beaucoup de protection des données, parce que j'ai commencé à exercer peu de temps, alors quand même quelques années avant, mais peu de temps avant l'arrivée du RGPD, donc le règlement général sur la protection des données. On a dit que vous avez au moins tous reçu un petit mail d'une entreprise pour vous dire coucou, c'est RGPD, il faut cliquer ici. Et donc ça c'était en 2016, et j'ai commencé mon activité d'avocat où beaucoup d'entreprises avaient des questions sur comment se mettre en conformité avec le règlement, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi un DPO, je dois nommer un DPO, mais c'est qui, comment je fais. Et donc mon activité a été d'accompagner ces entreprises petites, très petites ou très grosses sur ces sujets-là. Et ce qui est intéressant aussi de voir dans ce domaine, c'est que vous pouvez avoir une très petite entreprise de moins de 10 salariés, mais qui fait des activités marketing, de ciblage ou de reciblage publicitaire avec des énormes bases de données, qui peut donc y avoir beaucoup d'enjeux en termes de protection des données, alors que c'est une petite entreprise. Et à l'inverse, on peut avoir des grosses entreprises qui ne sont pas vraiment hyper concernées par le sujet, donc enfin, ça dépend, c'est variable, mais c'est du coup un sujet très intéressant parce que vous avez une multitude d'acteurs et une multitude de domaines. Quand j'ai dû faire des mises en conformité dans nos entreprises, ça pouvait être un bailleur social, ça pouvait être une entreprise de la grande distribution, ça peut être un site e-commerce, enfin, c'est vraiment dans tout domaine d'activité. Donc c'est ce qui fait aussi la richesse de cette matière, et je pense que j'ai complètement débordé sur le sujet initial qui était l'explication du parcours. Donc, voilà. Alors me concernant, j'ai plutôt un parcours classique d'étudiant en droit. Donc venant de Normandie, j'ai fait ma licence de droit à l'université de Rouen, donc je ne suis pas du tout d'ici. Et donc moyenne à 10 comme beaucoup, redoublement en F2 comme beaucoup, merci droit administratif et droit civil. Parce que le prof était pas bon. Et du coup, une montée en 3e année. Et après, je me suis dirigé vers un Master 1 et un Master 2 en droit du patrimoine culturel, donc à Cambrai. J'ai atterri à Cambrai. Et donc, j'ai fait quelques stages qui m'ont permis de me dire je veux pas de l'avocature notamment, certaines choses comme ça qui permettent de dire je suis plutôt dans ce domaine-là, je suis pas dans ce domaine-là. Par rapport à ma spécialité patrimoine culturel, en fait, je me suis rendu compte que c'était très sympathique, mais niveau débouché, c'était très difficile. Et dans le cadre de cette formation, on avait eu un cours de patrimoine numérique avec Marcel Moritz. Et donc, une fois que je suis arrivé au terme de ma 2e année de master, je me suis dit, il me faut quelque chose de plus, ça va pas être solide. Donc je me suis dirigé de nouveau vers Marcel Moritz, et je lui ai demandé est-ce que je pouvais intégrer le DU. Et au final, il m'a plutôt dirigé vers le Master 2 du droit du numérique, et voilà. Donc on se lance dans une 2e année de Master 2, et cette fois avec une grosse opportunité qui était celle d'intégrer plutôt de décrocher le stage avec le délégué à la protection des données de l'université. Et c'est ce que j'ai réussi à obtenir. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant pour vous par rapport à ça, c'est que ce qui a déterminé Jean-Luc Tessier, donc le délégué à la protection des données de l'université, de me prendre, plutôt qu'un étudiant issu du Master 1, donc, qui suivait plutôt un parcours classique, qui devait l'amener sur le numérique, et bien justement, ce qu'il a décidé, c'était le fait que j'étais plutôt quelqu'un avec un profil exotique. Le fait que je sois issu du Master patrimoine culturel, du coup, ça a apporté quelque chose d'un petit peu plus piquant, disons, en fait.
Et voilà, donc j'ai fait un stage qui a duré 1 an. D'abord en alternance à temps partiel, et ensuite à temps plein, et avec un recrutement en tant que vacataire. Donc je termine bientôt mes fonctions. Voilà, donc... mais pour aller sous d'autres cieux, on l'espère. Mais tout à fait. Mais ça, je pourrais le raconter par la suite, par rapport... ouais. Merci beaucoup. Alors peut-être avant de vous donner la parole pour un premier jeu de questions-réponses, j'avais prévu une troisième interrogation, c'est la vision qu'on a de notre métier à l'avenir, parce que finalement on voit que les plus âgés d'entre nous ont déjà parfois changé de voie, certains avaient une vision très nette de ce qu'ils voulaient faire, et puis finalement leur carrière aujourd'hui ne ressemble pas à ce qu'ils avaient initialement imaginé. Certains sont avocats sans exercer, pourquoi? Il y a aussi une raison à ça. Comment vous imaginez votre métier dans les années qui viennent? Peut-être pour commencer, moi je vois en tout cas qu'à l'université, il y a plus qu'un frémissement sur ces sujets-là, et c'est très heureux. On a un DU qui pendant des années, Informatique et Liberté, n'a pas pu ouvrir parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiants, qui maintenant est plein, ça marche super bien, je suis très content. La première de cette année, une petite partie qui est là, je suis très heureux de leur travail dans le cadre du DU. Le Master 2, n'en parlons pas, pendant longtemps il était on va dire, à l'équilibre juste avec 12-13 étudiants. L'année dernière on a reçu plus de 200 dossiers d'inscription au Master 2, donc ça prouve qu'il y a un vrai intérêt pour le sujet. Évidemment cet intérêt il est aujourd'hui porté en grande partie par la protection des données personnelles, ça c'est évident, et on l'incarne tous autour de cette table fondamentalement, mais je ne veux pas à titre personnel, par exemple, que le Master 2 devienne un Master 2 protection des données personnelles. Parce que c'est un sujet qui aujourd'hui est très tendance, qui restera important dans les années à venir, évidemment, mais je crois que le juriste en droit du numérique est bien plus que ça. Bien plus que ça. Et d'ailleurs, Willy l'a illustré tout à l'heure, il y a de la protection des données, avec un haut niveau de technicité, mais il y a aussi du droit des contrats, il y a du sponsoring, etc. Et ça n'est... Voilà, c'est un élément important, ça n'est pas le seul élément clé. Donc, ce que je vois dans les années à venir, c'est par exemple des enjeux de plus en plus importants de cybersécurité, par exemple. On parle déjà beaucoup. Dans les années à venir, il y aura certainement un renforcement des enjeux autour de ces thématiques-là. Ça, c'est en tout cas ce que j'ai l'impression de ressentir de l'intérieur du monde universitaire. Et alors, qu'est-ce que tu vois, toi? Parce que Deloitte fait beaucoup de prospective sur ces sujets-là aussi, c'est les clients de demain. Qu'est-ce qu'ils veulent les clients de demain? Je pense que tu as super bien résumé un peu ce qui se passe. Donc la protection des données avec le RGPD, effectivement, depuis quelques années, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de place. Mais c'est pas seulement de la protection des données. Effectivement, c'est de la cybersécurité, c'est le droit du numérique, on disait que c'est quelque chose de très large. Ça touche un peu de tout, quoi. Juridiquement, droit des contrats, droit des affaires, il y a vraiment un peu de tout. Donc, il y a une dominance actuellement de la protection des données parce que c'est un peu le sujet tendance et actuel, mais il faut absolument se spécialiser, avoir des très bonnes bases dans d'autres secteurs juridiques. Donc chez Deloitte, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on a de gros dossiers RGPD, donc conformité à cette réglementation, mais on a aussi beaucoup de dossiers en matière de droit du numérique en général, en droit des contrats, et surtout en matière de cybersécurité, vraiment l'aspect technologique de la matière et tout ce qui est juridique autour de la technologie. Je pense que c'est quelque chose qui peut aussi, tout ce qui est cloud, tout ce qui est blockchain, tout ce qui est, il y a vraiment beaucoup de thématiques qui aujourd'hui commencent à être abordées peu à peu, mais dans 5-10 ans, je pense que ça va être vraiment l'équivalent du RGPD actuel. On va vivre, je pense, un énorme boom sur d'autres secteurs juridiques qu'aujourd'hui on aborde un peu, mais que dans quelques années, ça va être, je pense, assez important. Et on le voit aussi par exemple dans les projets de recherche. Aujourd'hui, les doctorants qui commencent souvent des thèses sur des sujets qui peuvent être effectivement des sujets liés à la blockchain, qui peuvent être des sujets liés à l'intelligence artificielle, beaucoup intelligence artificielle et santé par exemple, c'est un très très gros sujet. On a un projet de recherche européen par exemple aussi financé sur cette thématique-là, robotique et santé, protection des données de santé, ce genre de choses. C'est vraiment des enjeux assez importants pour les années à venir. Et toi William, qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal? Beaucoup de succès pour ceux qui travaillent dans... D'abord pour moi. Mais non, je
pense qu'il faut garder en tête, et avant de lancer la prospective, c'est que le droit du numérique, c'est quelque chose de transversal, horizontal, qui croise énormément de vertical traditionnel du droit. Et vous pouvez être dans le droit du numérique, en faisant du droit administratif, comme dans le droit des contrats, etc., etc. Donc pour moi, j'ai un peu de difficulté à cerner exactement ce qu'est le droit du numérique, excepté que ça s'applique à quelque chose qui est lié à quelque chose de numérique. Mais finalement, dans mon activité, est-ce que vous mettez le jeu vidéo, la création de films et l'organisation d'événements dans le numérique ou pas? Je suis incapable de vous répondre clairement à ça, on pourra en débattre longtemps. Ceci dit, de manière concrète, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe des données, ok, c'est un point. C'est évidemment numérique, mais on a aussi énormément de données qui sont captées de manière encore physique. Et ensuite, après, il y a tout ce qui est l'activité autour et qui est extrêmement importante quand on développe des jeux vidéo, on fait beaucoup de propriété intellectuelle, qui est du numérique aussi, finalement, dans ce cas-là. Qui n'a rien à voir, vraiment rien à voir, etc. Je pense qu'il y a des masters spécialisés là-dedans. Mais finalement, ça se recoupe un peu. Vous pensez au droit à la propriété intellectuelle et à la protection des données. Vous avez énormément de problématiques et de questions qui sont sur qui contrôle, à qui appartiennent les données. Et en fonction que vous ayez une formation propriété intellectuelle ou une formation plus libertaire, protection des données, vous allez avoir une approche différente. Et donc, ça crée des discussions extrêmement intéressantes au sein de l'entreprise. Savoir comment est-ce qu'on rédige le contrat. Quand on développe un produit ou quand on contractualise avec un prestataire ou un partenaire. Il y a la notion de responsable de traitement, de sous-traitant, etc. Mais il y a aussi la question de la propriété. Et à qui appartient la création, la propriété qui est générée par les données, etc. Donc là, vous avez un croisement qui est extrêmement important et qui est de plus en plus... Enfin, moi, je le vois parce que je travaille au niveau international et c'est quelque chose qui... on a quasiment un conflit de loi, en tout cas un conflit de juristes entre des juristes plutôt continentaux, européens, et une formation à l'anglo-saxonne ou à l'américaine, avec des visions en termes de propriété qui sont, des définitions de la propriété qui sont vraiment très différentes. Un autre exemple sur le droit du numérique, on fait de la promotion pour nos produits du marketing. Donc on diffuse, on a des partenariats avec des youtubeurs, avec des gens sur Twitch, etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait du droit des contrats. Que ce soit sur YouTube ou que ce soit avec quelqu'un qui va aller à la télé ou juste pour faire une apparition à la fête foraine du coin, c'est exactement le même type de contrat. Ce qui est amusant, c'est qu'on voit en ce moment que ces influenceurs, ces youtubeurs, etc., deviennent achetés, entre guillemets, ou appartiennent maintenant à des gros groupes, et qui sont en fait des groupes traditionnels de communication. Pas du tout, qui en fait, exactement les mêmes stars de télé qu'il y avait il y a 20 ans ou 30 ans, les youtubeurs contractualisent avec ces mêmes groupes-là. Et donc en fait, quand j'ai commencé à travailler avec ce genre de public, il y a 5 ans à peu près, la personne que j'avais en face de moi pour faire les contrats, c'était extrêmement simple d'avoir la main sur les contrats. La négociation était très simple, je mettais toutes les obligations sur eux, tout l'argent sur moi, et c'était réglé. Mais maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, les négociations sont beaucoup plus ardues. Les demandes sont beaucoup plus complexes. Quand on fait un contrat avec une star, avec des footballeurs d'un club de la capitale, par exemple, les contrats sont extrêmement compliqués. Et juste pour porter le logo de la marque et de faire 2 heures de vidéo YouTube ou d'aller à la Paris Games Week. Et ça fait partie aussi du boulot du droit du numérique, je pense. Et je veux insister là que le droit des contrats, c'est à la base, c'est quelque chose, c'est une transversale à laquelle on ne peut pas échapper, malheureusement. Moi, j'aime pas le contrat. C'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui m'excite intellectuellement. Mais c'est absolument au cœur du métier. Voilà. Et la dernière composante de mon parcours, enfin de ce que je fais actuellement, c'est tout ce qui est affaires publiques.
et réglementaire, c'est-à-dire discuter avec les parlementaires au niveau européen, au niveau local, etc., sur comment le droit doit évoluer pour encadrer les nouvelles pratiques, mais aussi permettre l'essor et le développement de nouvelles pratiques dans le respect du droit, développer l'activité économique, parce qu'on est dans un domaine de compétition extrêmement dense entre les entreprises européennes et les entreprises américaines ou chinoises, etc. Et participer à ce genre de travail et arriver à porter un message au niveau des instances européennes ou nationales est extrêmement important, parce qu'on arrive, moi je représente une entreprise multinationale qui fait 7 milliards de chiffre d'affaires, etc. Donc on peut nous voir comme l'ogre américain qui vient prendre des parts de marché sur le sol continental, mais en même temps on a des bureaux dans une dizaine de pays en Europe. On emploie des centaines de personnes en Europe avec des talents et des compétences qui sont extrêmement particulières et très valorisées. Donc c'est important pour nous d'être certain que les lois ne soient pas nécessairement trop restrictives, mais permettent le développement en Europe et l'investissement de capitaux étrangers, hors européens, au sein de l'Europe. Donc, du coup, c'est aussi une part de mon boulot et qui supporte en fait le développement numérique. Ce n'est pas du lobbying, hein, on est d'accord. Ah non, pas du tout. Merci. Je n'ai jamais offert un cadeau à un parlement. Pour les années à venir, ta vision, tu vas rester à la Société Générale. Ce que je veux dire en fait, c'est que je ne sais pas justement. Je ne sais pas de quoi est-ce que me réserve mon avenir. On peut avoir une idée à court terme, enfin, on était censés être tous prêts il y a maintenant plus d'un an. On n'est pas, et on va pas aller de demain tout de suite. Donc tout ce qui nous attend sur la feuille de route qui est définie, qui glisse sur certains sujets, notamment la revue des contrats, qui me passionne pas depuis énormément, on va dire ça comme ça. La mise en sécurité des systèmes d'information, tout ça est très long et très coûteux, donc ça va nous occuper encore un moment. C'est tant mieux. Ce que je vois également arriver très vite, c'est Louis en parlait, avec le conflit de normes internationales. Nous, on est un groupe bancaire français, historiquement, parce que c'est une Société Générale, mais on est implanté en Europe, on est implanté à peu près partout, en fait, en Asie, aux États-Unis, dans les différents continents. Et on doit relier tous ces différents droits qui parlent de la même chose, en fait, de la donnée, du respect de la privacy pour certains, de la vie privée pour d'autres. Et alors aujourd'hui, on traite du GDPR, ok, on va dire qu'en Europe, j'ai envie de dire c'est facile. Demain, on va devoir, déjà on y est confronté, mais demain on va devoir aller beaucoup plus loin dans la réconciliation avec les autres droits, en fait. Et il se trouve que nous, comme on est français historiquement, on a un centre de décision qui est à la Défense, et donc ça va rester là-bas. Et notre DPO du groupe aujourd'hui, qui est plutôt axé sur des problématiques européennes et franco-françaises parfois, avec des liens évidemment avec l'Afrique, parce qu'historiquement on est très proche de l'Afrique, mais pas que. Demain, très clairement, ce sera le DPO worldwide de la privacy en fait, de la data, avec à ses côtés le Chief Data Officer, le CDO, qui a une autre approche, parle de la donnée, parle de la même chose, mais avec un scope beaucoup plus large. Et donc moi je suis très content d'être là parce que je ne sais pas de quoi va être fait dans l'avenir, mais je sais que je vais avoir des opportunités, et ça rejoint encore ce que vous avez dit tout à l'heure. Il faut être à l'écoute, il faut être curieux, il faut avoir les oreilles, les yeux grands ouverts, et se lancer parfois, et avoir le courage de prendre des risques, et de se dire voilà, j'ai envie de changer un peu, j'ai envie de voir autre chose. Et donc on est sur un sujet éminemment neuf, qui est encore en construction, pas tout neuf, mais quand même. 78, on va dire ça comme ça, c'était encore un peu confidentiel, jusqu'en... Alors moi j'ai découvert la matière, je suis arrivé à l'année, tout à l'heure je vous ai expliqué, je ne savais pas ce que c'était, enfin, quasiment pas, je me suis renseigné avant l'entretien, c'est une AI, ok, qu'est-ce qu'ils font, okay. Donc, ils ont une loi à appliquer, ça va, ils ne doivent pas trop se fouler, ça va être sympa, on va y aller. Puis après on se rend compte que c'est une loi appliquée à X secteur d'activité qu'il faut maîtriser, etc. Ça commence à être un peu plus technique. Et donc demain, ouais, on a un champ des possibles qui est très vaste aujourd'hui et qui demain va bien évidemment grandir avec des sujets qui vont surgir. On ne sait pas. On parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle, de blockchain, de cloud. Ok, super, mais dans un an, ça se trouve, ces sujets-là seront dépassés. Il y en a d'autres qui vont surgir, on ne sait pas lesquels. Il faut juste être curieux, les suivre, les voir surgir et se dire, bah tiens, ça
c'est l'avantage d'un groupe comme le nôtre, c'est qu'on a un champ des possibles qui est très vaste. Voilà. Si on a envie, on peut faire beaucoup de choses, échanger, et je vous enjoins tous à faire ce qu'a fait Willy, de faire un sujet, puis un autre, garder le premier, mais de rajouter des choses, de rajouter des cordes à vos arcs, pour en arriver à devenir extrêmement multidisciplinaire. Une harpe, c'est ce que je peux entendre. Et voilà, je vous laisse imaginer des discussions environ une peu. Voilà. Je rebondis juste très rapidement sur ce qui a été dit, et notamment l'aspect effectivement pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, parce que c'est vrai que, et c'est ce qui m'a tout de suite frappé aussi avec le droit du numérique, c'est que ça n'existe pas. Le droit du numérique en tant que tel n'existe pas. Ce qui existe, c'est du droit international appliqué à la matière du numérique, et du droit pénal appliqué à la matière du numérique. Il y a du droit public, on ne l'a pas dit, parce qu'on n'a pas de spécialiste de ça ici, à part peut-être un peu Nicolas, mais l'open data, par exemple, c'est un sujet extrêmement important aussi. L'open data, c'est un sujet majeur. L'intelligence artificielle appliquée à l'administration, c'est un sujet majeur. Donc il y a beaucoup de place pour les publicistes aussi. Parce qu'au final, le droit du numérique, ça n'est pas du droit public, ça n'est pas du droit privé, c'est quelque chose de totalement hybride. Et c'est ce qui rend, je trouve, la matière à la fois extraordinairement complexe et fascinante. Alors la boule de cristal, l'avocat, il voit quoi? Qu'est-ce qu'il voit l'avocat dans la boule de cristal? Pour l'instant, il ne sait pas trop. Alors ce qu'il constate, c'est que donc, avocat, tout de suite, quand on dit ça, c'est robe noire, TGI, palais de justice. C'est ça l'image qu'on a quand on se présente à des gens en business class aussi, ouais, peut-être un peu, ça dépend. Ça dépend quel domaine d'activité peut-être. Mais quand on se présente et qu'on dit voilà je suis avocat, tout de suite c'est l'image que les gens vont avoir. Ah oui, donc du coup tu fais comment pour défendre les criminels, ou tu fais du droit du travail. En fait les gens ont une idée bien précise de ce qu'est l'avocat forcément, parce que c'est la base des fonctions originelles. Où on a un avocat, on a une matière et on a un code. Voilà, on a du droit, un avocat en droit pénal, code pénal, droit du travail, on a un code. Nous, en droit du numérique, justement, notre quotidien, enfin, quand je compare avec d'autres avocats au cabinet, qui font énormément de judiciaire, nous déjà, en droit du numérique, on fait peu de judiciaire, ça peut quand même nous arriver, sur des problématiques de cybercriminalité, d'intrusion dans les systèmes d'information des entreprises. On peut avoir des plaintes au pénal, donc il va y avoir une composante pénale. Comme je le disais tout à l'heure, une problématique d'entreprise qui a sa réputation, des problèmes de réputation sur les réseaux sociaux, où là ça va être de la diffamation, donc on va aller devant le tribunal correctionnel, où on va lancer des instructions. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de code du numérique, par exemple. On peut quand même souligner le fait que depuis, je pense, l'année dernière, la LOS a sorti un code de la protection des données à caractère personnel. Deuxième édition cette année, donc voilà, c'est naissant. Si vous voulez être spécialiste dans un domaine d'activité pour être avocat, vous devez passer un certificat de spécialisation. Vous avez des spécialisations en droit du travail, droit administratif, etc. En droit du numérique, la spécialisation, c'est technologie de l'information et de la communication. On veut dire qu'ils ne sont pas encore tout à fait à jour sur ce sujet-là. Donc, l'avocat en droit du numérique, c'est quand même un métier quand même très différent d'un autre type d'avocat plus consensuel qui va faire du contentieux. Une composante aussi du métier d'avocat qui a quand même évolué, c'est que vous pouvez être, quand vous êtes avocat, délégué à la protection des données externes. C'est-à-dire que nous, avocats, vous avez une déontologie, et depuis que le RGPD est passé, on pouvait déjà être correspondant informatique et liberté avant, mais le RIN, qui est le règlement sur la déontologie, a été modifié, et on peut donc être délégué à la protection des données externes. Donc par exemple, au cabinet, nous, on peut être amené à être délégué externe pour certaines entreprises. Pour d'autres, on va juste faire du conseil juridique. Donc c'est vraiment varié, et en effet, les sujets sont amenés à évoluer. Donc je ne sais pas non plus comment sera demain, mais en tout cas, je sais déjà que mon activité, mon quotidien est complètement différent d'une activité conventionnelle d'avocat tel qu'on peut l'entendre ou l'imaginer. La jeune diplômée a certainement une petite boule de cristal aussi. Une petite boule de cristal, effectivement. Alors, par rapport aux délégués à la protection des données dans le domaine justement de l'enseignement supérieur, un constat assez négatif en fait, parce qu'actuellement on constate une fuite des délégués à la protection des données des universités. Ils sont bien payés à l'université, c'est pour ça. Il y a diverses raisons, justement, effectivement. Et donc, pour en citer deux, allons-y.
Toulouse et Lyon. Voilà, deux universités où les délégués à la protection des données s'en vont. Donc l'avantage pour d'autres, c'est que justement pour ceux qui finissent à peine leur activité de DPO dans un établissement universitaire comme moi, c'est de pouvoir candidater auprès de ces universités-là. Mais du coup, effectivement, la raison à ce phénomène-là, ça va être par rapport justement au type de structure qu'est une université. Donc on est vraiment sur une grosse structure. Pour vous donner une idée, pour l'université de Lille, c'est une université avec 70 000 étudiants depuis la fusion des 3 pôles. Et au niveau du personnel, on doit être à 6 000 personnels. Donc, au niveau de la gestion étudiant-personnel, rien que là sur le volet administratif, c'est quand même un bon boulot. Donc imaginez-vous que pour un délégué à la protection des données, c'est énorme. Donc c'est compréhensible qu'avec le peu de moyens qu'on nous attribue, les délégués à la protection des données en université prennent la fuite et donc ils vont plutôt se diriger vers les collectivités territoriales. Donc voilà, un aspect négatif, mais avec un aspect positif en termes d'opportunités pour ceux qui auraient justement les épaules et qui pourraient justement entraîner sur... là, on partirait sur un aspect un petit peu plus politique, parce que c'est aussi ça, je dirais, le gros enjeu du délégué à la protection des données, c'est de pouvoir convaincre sur l'aspect politique l'intérêt de sa fonction. Et ça, c'est très difficile, notamment au niveau des universités. Et même à l'université de Lille, il y a toujours des rapports conflictuels qui peuvent venir. Et donc un aspect très, très humain de la profession, merci. On va peut-être passer à quelques questions-réponses, parce que j'avais dit qu'on ferait à peu près 45 minutes de présentation globale sur qui nous sommes, et ensuite vous donner la parole, parce que c'est quand même le plus important, pour que vous puissiez interroger les intervenants, poser toutes vos questions. Je pense avoir la gentillesse de passer le micro, s'il y a un micro dans la salle. Je ne sais pas si tu as besoin d'enregistrer des questions ou pas. Ouais. Ça serait plus intéressant. Parfait. Juste pendant ce temps-là, je vais meubler, simplement pour vous dire que... Alors, il y en a un deuxième, en riche, mais deux. Alors, juste pour vous dire qu'effectivement, la sphère publique recrute quand même beaucoup. On parlait des universités à l'instant. La CNIL, il y a quelques jours, était par exemple amenée à se prononcer sur la nomination aussi de DPO par les communes. 35 000 communes en France à peu près, elles sont censées avoir un DPO, toutes. C'est très 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 loin du compte, avec le RGPD est entré en application il y a déjà 1 an et demi. Ce qui veut dire que dans le secteur public, il y a énormément de débouchés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de besoins, il y a un sous-dimensionnement. Et ça vient peut-être un peu à contre-courant aussi de ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de secteurs privés. Il y a aussi beaucoup de place dans le secteur public pour faire à la fois un peu de droit public parfois, mais aussi beaucoup de droit privé, parce qu'encore une fois, la matière n'est ni du droit public ni du droit privé, elle est quelque part entre les deux. C'est ce qui la rend encore une fois si intéressante à mes yeux et à nos yeux, je pense. Alors, vos questions. La première est toujours la plus difficile, mais je rajoute pour les étudiants du master 1 point dans votre moyenne si vous posez une question en premier. Allez, forcément une question. On n'a pas fait venir tout ce monde, ni aucune interrogation. Moi j'ai une question. Ouais, oui, il a le droit de poser une question aussi. Une question pour Jérôme. En fait, tu es dans une entreprise, dans un secteur qui est déjà ultra régulé. Et je voulais savoir, est-ce que, à ton avis, comment ça se passe? Est-ce que l'implémentation d'une nouvelle régulation, alors que le secteur est extrêmement régulé, etc., est-ce que développer un programme de compliance, c'est plus simple, je pense, que dans une entreprise qui ne serait pas régulée? Merci. Alors, il y a Paris derrière, je pense. Oui et non. Plus simple, oui, parce qu'on a des équipes de conformité qui sont extrêmement nombreuses et qui savent gérer ça. Oui et non, parce qu'on a des ressources, on a l'habitude de gérer des programmes et des projets de l'ampleur du RGPD, c'est pas nouveau. Alors là, il faut des ressources, on est X dizaines, centaines de millions d'euros. Et puis on avance sur un programme, voilà, DSP, enfin ce genre de... toutes ces évolutions réglementaires, en fait, elles sont à l'agenda, on a un directeur de conformité, il les suit, il ne suit pas que le GDPR, donc ouais, ça c'est plus facile pour nous. Après, c'est moins facile parce qu'on a un
historique, on a un héritage, on traîne des caravanes et des charrettes, hein, et on a des placards qui sont bien remplis, on fait ça comme ça. On a des systèmes d'information qui sont très vieux, je pense qu'on parle au vôtre, ça n'a juste rien à voir, en mode agile, c'est extrêmement compliqué. On a beaucoup d'implémentations qui ont chacune leur, ce qu'on appelle le décor banking system, en gros c'est le cœur, voilà, le SI des réseaux, qui se parlent pas, qui ne sont pas du tout, qui sont pas faits pour se parler. En fait. Donc il faut cadencer tout ça. Donc oui, on sait faire ce type de programme, oui, on a des ressources contraintes, souvent. Subi quelques plans sociaux récemment. Donc on sait faire, on a des gens pour le faire, et après on a des problématiques un peu diverses et variées, et il faut, ça c'est la dernière difficulté, qui n'est pas la plus facile à dépasser, c'est relier ces réglementations, typiquement. Exactement, les agrégateurs de comptes, comment on fait, est-ce qu'on les laisse rentrer, est-ce qu'on les laisse pas rentrer, est-ce qu'on va nous-mêmes devenir banquier et agrégateur, ce qui est un peu notre vision, pour ne pas subir la concurrence, soit dans la concurrence, c'est un peu ça le concept. Donc voilà, voilà comment on voit les choses. C'est plus facile, mais on n'est pas non plus les plus favorisés. Bon, dans l'intervalle, il y a bien une question dans la salle, on n'a pas fait venir tout ce monde pour qu'il n'y ait aucune question. Ah, un point. Non, mais derrière, il a levé la main en premier. Très bien. Je ferai un quart de point. Enfin, c'est une blague, hein, parce que c'est enregistré. Je ne me permettrai pas de tricher sur les mots. Justement, c'est enregistré. Alors moi, j'aurais une question pour monsieur Willy Durand. J'aurais aimé savoir si c'était vous qui étiez à l'origine de la copie du système de franchise qu'on voit en NBA et en NFL aux États-Unis à l'Overwatch League, et est-ce que c'est vous qui étudiez enfin, quels sont les critères de sélection des franchisés, est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ces contrats, est-ce que vous travaillez là-dessus? Alors on peut peut-être expliquer ce que c'est dans l'ensemble pour ceux qui n'auraient rien compris. C'est vrai. Alors on a ce qu'on appelle des compétitions e-sportives. E-sport, c'est le jeu vidéo compétitif. Et on a créé une franchise, une ligue qu'on appelle l'Overwatch League, qui est basée sur un jeu vidéo Overwatch. Et on a créé une ligue fermée, professionnelle, de 20 équipes, sur le format de la NFL ou de la NBA. Du coup, ces équipes-là s'affrontent dans un championnat type NBA, donc avec des poules, et puis à la fin il y a des playoffs, etc., avec un grand vainqueur. Donc c'est vraiment, ça ressemble un peu au modèle sportif, sauf que c'est avec du jeu vidéo. On a des arénas, on a des équipes, et les équipes sont basées par ville. Donc vous avez une équipe à Boston, vous avez une équipe à Paris, vous avez une équipe à Londres, etc. Donc votre question c'est, est-ce que c'est moi qui ai créé ça? Non. J'aurais bien aimé, parce que je serais peut-être pas en train de parler de droit numérique, mais en train de profiter de mon yacht à Ibiza, mais est-ce que je travaille dessus? Oui. Est-ce que vous faites partie du DU? Non, du Master 2. C'est dommage parce que on parle de l'Overwatch League dans le DU exactement, on a fait une étude de cas là-dessus, sur comment est-ce qu'on construit la ligue, et du coup c'est super intéressant je pense. Comment est-ce qu'on a construit la ligue et comment est-ce qu'on construit un programme de compliance en protection des données, en partant quasiment de rien et en partant d'énormément de données. Vous aviez une question plus précise peut-être? C'était surtout pour que vous en parliez, mais si vous en parlez au début je pense que je vais essayer de venir vous voir à cette conférence, si c'est possible. Bien sûr, c'est payant. Non, bien sûr. Vous pouvez venir, surtout si vous faites votre mémoire sur le sujet. Il y avait une question juste devant, je crois. Exactement. Moi j'avais une question par rapport au fait que si vous avez déjà pensé en fait à créer vous-même en fait votre entreprise, votre start-up, notamment et allier en fait l'aspect juridique et l'aspect technique, notamment avec un informaticien, pour proposer des services en dehors des grosses structures. Alors y a-t-il quelqu'un qui se sent particulièrement concerné? Je peux la penser. Je peux commencer, mais ça va être... moi, j'y ai pensé il y a quelques années, et c'est surtout faire le saut. C'est pas facile, et
avant de commencer créer sa propre boîte, je pense qu'il faut avoir un énorme réseau, essayer d'avoir quand même une très très bonne base niveau réseau et des personnes qu'on connaît. Je sais pas, mais je pense que c'est surtout ça que j'essaye de consolider d'abord avant de penser à créer ma propre boîte. J'y ai pensé, pour l'instant, je ne le vois pas encore dans le futur, mais certainement peut-être un jour. J'ajouterais juste qu'ici, on a quand même un incubateur technologique qui peut aider effectivement les créateurs d'entreprises dans ces domaines-là et qui fonctionne très bien. C'est un des plus beaux incubateurs de France. Ça ne répond pas du tout à votre question, mais créer sa boîte sans faire forcément de la legal tech, par exemple, mais créer sa boîte, c'est compliqué. Ça nécessite au début, effectivement, d'avoir un peu de réserve, parce qu'on sait qu'on va rien gagner. Au début, c'est clair. Ça nécessite un minimum de folie ou de courage, appelez ça comme vous voulez. Donc ça n'a rien à voir avec la question directement que vous posiez, mais moi, quand j'étais collaborateur dans un cabinet à Paris, avant de créer un cabinet ici, c'est évident que quitter une position sécurisée, où vous savez que tous les mois vous allez gagner de l'argent et c'est confortable, pour derrière vous installer, développer une clientèle, et alors certes être totalement indépendant, mais en partant vraiment de rien du tout. La blague avec mon associé au début, c'est qu'on s'appelait par le téléphone interne du cabinet 4 fois par jour en disant « Allô Thérèse, il fonctionne le téléphone ». C'était notre blague quotidienne, parce que c'est pas simple, objectivement, du tout. Après, c'est vrai qu'on est dans un domaine où les legal tech, par exemple, permettent peut-être à des étudiants de se positionner sur des secteurs innovants. Toi, peut-être d'accompagner des gens sur le sujet ou... Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que moi, il m'est arrivé d'aller à la technologie justement pour rencontrer des porteurs de projets qui avaient des questions juridiques basiques sur plein de sujets. Et après, c'est sûr que c'est pas évident, mais je pense qu'il faut quand même... il ne faut pas renoncer à son projet si on est convaincu d'avoir une bonne idée ou on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut aussi se dire qu'on peut tenter l'aventure. Il faut pas. Je pense qu'il faut quand même. C'est sûr que il faut prendre en compte le fait que c'est pas évident. Vous avez aujourd'hui donc l'incubateur à Euratech. Vous avez aussi en tout cas dans la métropole, des organismes qui peuvent vous apporter des financements. Après, les financements ne font pas tout. Mais en tout cas, moi j'ai pu suivre des entreprises qui ont commencé de rien à Euratechnologie et qui aujourd'hui sont devenues à Euratech des acteurs incontournables où ça a été des très bonnes réussites. Donc tout est possible. Sur l'aspect en fait legal tech, c'était peut-être ça votre question sur l'allié juridique et l'innovation. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de legal tech aujourd'hui qui vont révolutionner le droit ou un peu bouleverser la profession d'avocat. Alors c'est vrai que le CNB, le Conseil national des barreaux, parfois par exemple a pu faire des actions en justice contre des sites qui avaient lancé divorcediscount.com demander justice parce que ça porte atteinte à un monopole, le monopole de l'avocat au niveau judiciaire. Après, il y a d'autres initiatives comme le site doctrine.fr, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui concurrence en fait les bases de recherche traditionnelles qu'on a, Dalloz, Nexis et autres. Et alors il y a pas mal de réfractaires quand même à ce sujet-là, parce que c'est pareil, c'est nouveau, mais il y a des choses intéressantes. Et on voit beaucoup parler de la legal tech. Moi, franchement, j'attends de voir vraiment une idée, enfin vraiment sur la legal tech, une idée où je vais me dire ah oui, ça va vraiment changer les choses. Mais en tout cas, on en parle beaucoup et de toute façon, oui, je pense que c'est aussi le fait que toute profession doit s'adapter au numérique. Et en effet, quand vous voyez que sur Doctrine, vous avez une fiche par avocat et il référence toutes les décisions de jurisprudence et vous savez, il vous calcule un taux de réussite par avocat en fonction de l'ensemble des décisions pour lesquelles il avait obtenu un bon jugement ou des décisions où il était débouté. Vous pouvez faire toute une analyse par avocat, donc c'est des choses qui changent un petit peu de ce qui peut déjà exister. Ça répond pas à votre question, mais un peu quand même. Ce que j'ai remarqué, c'est avec le GDPR, avec le développement international en fait, de nouvelles normes en termes de protection des données, c'est qu'on a eu des nouveaux entrants, des nouveaux consultants, des nouveaux etc. qui étaient experts d'autres choses et qui maintenant sont experts d'intelligence artificielle. Bref. On a eu aussi quelques compagnies qui sont créées, qui sont spécialisées sur le développement d'outils pour gérer la conformité. Vous avez quelques marques qui sont
y a peut-être une dizaine de boîtes qui ont été créées très rapidement et pour gérer le data mapping, par exemple, etc. Et ce que je constate depuis peut-être 12-18 mois, Deloitte, tu vas certainement voir ça mieux que moi, c'est que les boîtes, maintenant qui ont été développées sur une base juridico-technique comme votre idée, ont tendance à fusionner ou à être rachetées, etc., par des plus gros groupes. Et on voit un marché dominant qui apparaît avec 2-3 leaders, et les boîtes qui n'arrivent pas à survivre sont soit rachetées, soit disparaissent. Donc si vous voulez vous lancer là-dedans, il y a quelque chose à garder en compte, c'est que c'est un marché très difficile, et en tout cas pour la conformité, la protection des données, etc., c'est un marché très difficile, niche, et les entreprises vont aller vers celui qui a le plus de capitaux parce que il y a le moins de risques possible de perdre son prestataire parce qu'il fait faillite, parce qu'il n'a pas assez de clients. Autrement dit, il vous faut en plus des connaissances juridiques et techniques et des connaissances économiques en fait. Sur une filière d'un marché, comment ça se passe. Ça devient compliqué, mais ouais, c'est faisable. Il faut savoir dans une filière où se crée la valeur. Et est-ce que je vais pouvoir en capter, est-ce que je vais être armé ou pas? Quel est le bon marché en fait, où je mets les pieds. Et si l'idée est bonne, ça fonctionnera certainement, mais il va falloir vraiment bien cadrer les choses. Et voilà, moi, à titre personnel, je suis juriste de formation, des cours de connaissances économiques, mais pas, je suis pas un foudre, donc j'en serais à mon avis plus capable aujourd'hui. Et je laisse notre banque privée et d'autres organismes en groupe développer des startups agiles, voilà, pour capter des nouveaux marchés. En fait, je pense que le futur des légalités, etc., c'est d'enlever dans les services juridiques ce qui n'est pas produit par le cerveau, en fait, ce qui ne demande pas de réflexion. Il y a beaucoup de travail qui est effectué, où on passe énormément de temps pour rechercher de l'information ou pour simplement documenter, archiver, etc. Ça peut être automatisé. Il y a des compagnies qui le font, qui le proposent, etc., des solutions comme ça, mais ça permet de dégager du temps sur des choses qui sont intéressantes, sur l'analyse de risque, etc. Je ne suis pas convaincu que par des services qui proposent de prendre des décisions de justice à la place de l'humain, parce que le facteur humain dans l'intelligence artificielle, on sait comment c'est, tout est lié à la donnée d'entrée pour créer l'apprentissage et pas le contexte. Moi j'avais juste une question sur la formation en fait. C'est-à-dire que les études de droit c'est l'apprentissage pour moi d'un langage. De comprendre, d'utiliser et de s'en servir par la suite. Dans toutes vos formations, vous n'avez pas eu forcément d'apprentissage justement de métiers du numérique, c'est-à-dire de programmation, vous parliez des blockchains tout à l'heure. C'est vraiment l'apprentissage d'un langage à part entière. Est-ce que vous pensez que c'est primordial justement d'apprendre seul en fait en parallèle de la faculté quand on est étudiant en droit par exemple, d'apprendre ce langage-là qui est vraiment spécifique, ou justement le fait de travailler avec des spécialistes dans leur domaine, ça suffit? Parce que je pense que justement en fait c'est assez compliqué quand vous êtes dans le secteur bancaire, c'est justement ça qui vous permet de comprendre les aboutissants et d'arriver justement à savoir où est le risque, où est le facteur de risque, et d'identifier justement la menace en fait, qu'il va y avoir sur les bases de données ou des choses comme ça. Quand justement on est uniquement juriste, bien sûr on peut arriver à voir quels sont les problèmes juridiques, mais c'est sûr que si on n'a pas le savoir numérique, c'est un peu plus compliqué, je pense. Donc je ne sais pas si c'est comment vous avez fait en tout cas pour votre part. Après ça peut être sur son temps personnel, c'est l'apprentissage, la curiosité. En tout cas pour moi c'est mon cas, c'est la curiosité, c'est l'apprentissage personnel. Mais c'est vrai que j'ai pas de diplôme. Alors, juste très rapidement, après je donne la parole à mon voisin. Pour moi, c'est une vraie interrogation en tant que responsable de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre discours a toujours été, il est affectible, a toujours été de dire, en synthèse, on doit vous amener à avoir la possibilité d'échanger, de discuter avec des gens de la technique, pour faire simple. Et donc, que vous utilisiez les mêmes mots, vous ayez les mêmes éléments de langage.
C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a intégré un cours de ethical hacking, parce que ça me semblait important. Ça ne fait pas de vous un expert en technique. Vous n'êtes pas incapable de coder quoi que ce soit quand vous sortez de là. Mais vous êtes censé savoir parler à peu près la même langue. Connaître les intitulés des principales attaques, connaître un minimum de choses à l'architecture d'un SI. Par exemple, il y a un cours d'architecture des SI dans le cadre du Master 2. Mais ça reste, entre guillemets, de l'ordre de la théorie. Le problème, c'est que au regard du volume de la formation, il est impossible de faire de vous à la fois d'excellents juristes dans tous ces domaines qui sont déjà extraordinairement complexes et diffus, et en même temps être capable d'être bon en technique. On saurait théoriquement le faire, parce qu'en plus depuis la fusion, on peut vous faire suivre, pourquoi pas, des cours de coding. C'est tout à fait possible. Et on a ici, dans l'université, des enseignants qui sont capables de faire ça. La question c'est, est-ce que vous seriez, vous, capable en tant qu'étudiant de les suivre à niveau, tous, et puis, au regard du nombre d'heures contraints, ça nous obligera à enlever du droit, pour faire simple. Et ça, je ne suis pas totalement certain que ce soit pertinent aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une vraie interrogation. Je ne peux qu'encourager, évidemment, tous les étudiants à perfectionner leurs compétences techniques. Et moi-même, d'ailleurs, pour le dire très humblement, j'essaye lentement de m'y mettre, parce que je sais très bien que sinon, je risque aussi de dépasser. C'est évident. Mais oui, si je veux ajouter quelque chose, vous avez bien cerné le sujet, parce qu'en effet, cette matière, c'est composante de plusieurs compétences. Et c'est vrai que tout ce qui est protection des données à caractère personnel, vous avez du juridique, où il faut des connaissances juridiques, savoir rédiger les contrats, comprendre le fonctionnement d'une loi, d'une délibération, d'une sanction. Et vous avez aussi des compétences techniques. Quand on vient vous voir, on vous dit bah, j'ai une attaque en brute force, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on va faire? C'est sûr que si vous ne savez pas ce que c'est, ça va être compliqué. Donc il faut pouvoir en effet appréhender les notions principales. Donc je ne peux que vous encourager à, de votre côté, ou même si vous pouvez avoir une formation, un vernis technique, on va dire, si vous avez une dominante juridique, c'est sûr que ça vous sera forcément beaucoup plus, très utile pour bien comprendre les enjeux de l'entreprise. Pour donner une illustration dans le cadre de l'Université de Lille, une illustration du caractère transversal de la fonction de délégué à la protection des données, eh bien nous, nos principaux interlocuteurs sont les RSSI, donc les responsables de sécurité des systèmes d'information, et les archivistes. Donc ça également, surtout dans le secteur public, il ne faut pas oublier l'aspect archive, et puis a fortiori, comme le disait Marcel au début, l'open data qui vient à la suite. Donc effectivement, le délégué à la protection des données, il est situé entre plusieurs autres fonctions, et effectivement, il doit connaître leur langage pour pouvoir assurer, même parfois, une interconnexion entre différents acteurs de l'établissement, mais qui, eux, entre eux-mêmes, ne se rencontreraient jamais, en fait. Donc c'est vrai que là, la question du parler le même langage, c'est important. Donc effectivement, vous, à côté de vos études, essayez de regarder pour vous informer un petit peu sur l'aspect au moins de la sécurité des systèmes d'information, et puis pousser un petit peu plus loin en fonction si vous avez déjà une idée du type de structure dans laquelle vous voudriez intégrer, voir un petit peu ce qui pourrait être pertinent pour vous, et justement c'est ce qui vous donnerait un plus en fait, ce qui vous donnerait un véritable plus. Juste ajouter une petite chose, je crois qu'il n'y a pas longtemps, en tout cas ce mois-ci, il y a le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur qui a sorti une étude sur le métier de DPO. Et ils font en fait ils évaluent en fait de quel domaine en fait le DPO qui a été désigné d'entreprise vient, et vous allez voir qu'en fait vous avez un peu 3 tiers, vous avez des gens qui viennent du service juridique, des gens qui viennent de la DSI ou qui ont une composante technique, et après des gens qui viennent un peu de l'audit. Et c'est même, vous avez la FCDP, l'Association française des correspondants à la protection des données, et donc ce sont des DPO qui adhèrent à cette association, et quand elle fait ses études internes, c'est pareil, c'est la même chose qui ressort, c'est qu'en fait vous n'avez pas de profil type de DPO, parce que c'est quelque chose qui est hybride. Quelque chose à ajouter? Oui. On a discuté, par les premiers qui sont arrivés au début, on a discuté ce matin. Je me souviens d'une intervention du professeur à l'époque, renommé,
qui était professeur classique, je ne sais plus si c'est droit civil ou chose comme ça, pénal, qui venait faire une intervention sur le droit numérique ou la nouvelle technologie, qui avait commencé... Pas ici, non, qui avait commencé en disant bon, moi je connais rien à Internet, mais j'ai mon collègue qui n'a jamais été dans l'espace, il fait du droit de l'espace, donc j'ai aucun problème pour parler de droit d'Internet. On a quand même un peu évolué par rapport à ça. Et je suis absolument d'accord, dès qu'on parle de technique, je pense que le dialogue des matières est absolument fondamental. Un mot peut avoir une signification totalement différente, une définition totalement différente en fonction de la matière, et avoir ce dialogue dans la formation, c'est absolument fondamental. Je pense que ce que Marcel essaie de faire, c'est vraiment clé pour comprendre, parce que moi je le vois du côté professionnel, c'est à la fonction support de faire l'effort de comprendre le business, et pas l'inverse. C'est au légal, au juridique, de donner des recommandations, d'expliquer les choses avec des termes que les autres comprennent, pas l'inverse. C'est pas notre boulot d'éduquer les gens au droit, notre boulot c'est d'ouvrir les barrières ou de poser les limites de manière claire, précise, simple, concise. L'exercice de l'ascenseur est absolument parfait pour ça. C'est que vous devez expliquer un concept extrêmement compliqué au CEO, au chef marketing officer, etc., en moins de 30 secondes. Et vous dire pourquoi est-ce qu'il peut faire, pourquoi il ne peut pas faire ça. Et ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que je peux le faire, est-ce que je ne peux pas le faire. Il n'y en a pas grand-chose à faire de connaître votre raisonnement juridique derrière, etc. Donc pratiquer, c'est pas de la banalisation du langage juridique, c'est de la simplification du message. Et utiliser des terminologies que votre interlocuteur comprend facilement, c'est absolument essentiel. Moi, je fais ça au quotidien dans mon métier, dans mon entreprise. Dès qu'on prend une décision, autour de la table, on a 5-6 fonctions différentes minimum. Vous avez le business, le tech, le marketing, les finances, le légal. Et souvent l'IT, parce qu'il faut développer quelque chose. Et ces gens-là, on discute ensemble pour prendre une décision, etc. Tous les points de vue sont pris en compte. Donc c'est quelque chose que le jury, pour moi, et je connais d'autres entreprises où ça fonctionne totalement différemment, mais la manière dont je fonctionne, c'est qu'on travaille en équipe, et le juriste fait partie de cette équipe-là. Mais le juriste ne peut pas être quelqu'un qui bloque, ou qui pose de nouvelles complexités. Et donc c'est vraiment important d'avoir cette capacité de compréhension de la technique, mais aussi des finances, parce que c'est extrêmement compliqué. Aucune décision peut être prise sans les finances. Du business, quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on recherche? Et évidemment du marketing, quand c'est lié au marketing, etc. Donc c'est ce que je voulais dire, la pluridisciplinarité, ça fait partie de mon métier. Enfin, on dit juriste, mais je pense que transcrit en anglais, c'est legal counsel, et counsel, conseiller, c'est vraiment ça le métier. C'est les mots que j'aurais utilisés. Et pour rebondir sur votre question tout à l'heure, c'est en fait on est là pour conseiller dans un processus de décision, pour le fluidifier et voilà, identifier s'il y a un vrai risque, vraiment. Et tirer la sonnette d'alarme si c'est le cas, mais c'est tout. Et là-dessus, il y a des choses à faire, des outils. Voilà. Pas obligé de faire de la légalité, un peu tout, la contractualisation du contrat, comment je peux, par ma base contractuelle, comment je peux coder, comment je peux classifier, identifier. J'en parlais récemment avec une grosse entreprise française dans le numérique, avec le secrétaire général qui était très content d'avoir développé en interne avec ses juristes. Une fois, ils étaient plus centre de coût uniquement, ils avaient développé une appli qu'ils avaient sur leur téléphone pour montrer à tous les décideurs autour de la table qui avaient, comme le dit Willy, 10 minutes ou un quart d'heure pour se positionner sur un contrat à X dizaines, centaines de millions d'euros avec un client. Il y va, on n'y va pas. J'ai pas besoin que tu me fasses une démonstration qui va durer 2 heures, je ne vais rien comprendre. J'y vais pas. Il y a un risque, il n'y a pas un risque. Mais ils ont tous sur leur appli, en fait, le contrat qui est, parce qu'il a été dès le début traité comme tel, enfin, le sujet a été traité comme tel, j'ai une note. J'ai noté la situation de 1 à 6 et je sais si je peux y aller ou pas en fait, ou si j'ai besoin de creuser. Et ça, ils ont fait, même ils l'ont codé, ils l'ont développé. Voilà. Donc ça, on peut proposer ce genre de choses. Et nous, à titre personnel, Société Générale, on pourrait très bien acheter ce type de solution. Parce que ça nous aiderait, ça fluidifierait, ça simplifierait les process de décision.
voilà, d'identification du risque juridique, parce que c'est ça notre métier en fait, identifier et conseiller globalement par les juristes. Du coup, moi j'ai une question un peu plus générale sur le RGPD. On a un règlement, mais on a aussi 27 applications du règlement. Le RGPD il laisse quelques marges d'appréciation justement sur le RGPD. On a aussi 27 autorités de régulation des données personnelles. Est-ce que vous ressentez vraiment une distinction d'application du RGPD entre les pays? C'est une question pour tout le monde. On n'est pas encore sorti de l'Union européenne. Il habite Londres, il habite encore dans l'Union européenne, donc 28 pour l'instant encore. Et 29 autorités de régulation avec l'autorité européenne. Je ne vais pas vous utiliser le micro, parce que 29 décès Et par hasard, si vous avez des infos sur la Suède. Sur la Suède, non, moi j'ai pas d'infos, mais je sais pas si quelqu'un a des infos. Alors oui, règlement, normalement, plus ou moins, application plus ou moins harmonisée. Après, comme vous dites, dans le règlement, ils ont prévu pas mal de marges d'appréciation qui sont l'objet de loi nationale. Après, l'objectif voulu du règlement, c'était une harmonisation qui est faite par le CEPD, le Comité européen de la protection des données, qui est une autorité européenne. Mais c'est vrai que, par exemple, dernièrement, il y a quand même des divergences d'interprétation selon les États. Par exemple, je pense à tout ce qui est gestion des cookies, des tags sur les sites web et les applications mobiles, où la tendance, suite à l'entrée en vigueur du règlement, était d'imposer un consentement. Vous savez, quand vous allez sur les sites et vous avez un bandeau qui s'affiche et vous faites cliquer sur accepter, vous ne savez pas pourquoi vous cliquez sur accepter. Ça, c'est objet de régulation et c'est une régulation hyper précise. Et en France, en Angleterre, on veut imposer un consentement. C'est-à-dire que si vous cliquez sur refuser, vous ne serez pas tracé, il n'y aura pas vraiment de ciblage publicitaire sur votre navigation. L'Espagne a sorti sa position, enfin, l'autorité espagnole a sorti sa position la semaine dernière ou il y a 2 semaines, et vient revenir à la conception antérieure du RGPD, qui était de dire qu'une poursuite de navigation vaut consentement et qu'on n'a pas besoin d'un consentement explicite comme le veut la CNIL ou l'ICO, l'autorité en Angleterre. Donc c'est vrai qu'il y a des divergences d'interprétation. Après, on peut voir aussi sur le montant des sanctions où vont prononcer les autorités, où ce ne sera pas forcément le même montant dans tous les États. Donc nécessairement, après, la volonté d'harmoniser, mais vous n'aurez pas une harmonisation, je pense, parfaite dans tous les pays. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Effectivement, je pense que on a plutôt bien résumé. L'histoire, c'est que l'harmonisation ne peut pas être parfaite, elle ne peut jamais être parfaite. L'idée, c'était qu'il y ait quand même une certaine ligne directrice qui soit suivie et qu'on se base tous sur le même principe. Ensuite, c'est vrai que c'est au cas par cas, chaque pays interprète les choses de manière différente. Donc, tu as très bien expliqué, comme le cookie, c'est un très bon exemple pour illustrer le fait que on a tous une interprétation particulière et ça, on ne peut pas y échapper. On a l'âge minimum de consentement pour les mineurs, aussi très disparate au sein de l'Union européenne. Et oui. On en parlera demain d'ailleurs. Alors, déjà, je commence par dire merci à l'ensemble du panel pour le temps que vous mettez à notre disposition justement pour nous expliquer sur une thématique aussi importante. Alors, quand on parle du droit numérique, on fait tout de suite allusion, peut-être fondamentalement, à la protection des données. Et c'est vrai que j'ai l'honneur de faire le cours avec le professeur Marcel Moritz. Et depuis ce moment, j'ai le réflexe, quand j'utilise une application, d'éviter toutes les conditions générales d'utilisation. Alors, la question fondamentale que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que pour être précautionneux, on doit se départir de tout ce qui est réseaux sociaux? Et si oui, alors quels sont les réflexes, du moins les aptitudes que nous devons avoir pour vraiment nous protéger, ou protéger du moins les structures dans lesquelles nous travaillerons demain? Vous avez quelque chose à cacher? Si vous n'avez rien à cacher, tu veux bien. Moi, je crois vraiment toi, tu as une boîte Gmail, toi, oui. J'ai une boîte Gmail, j'ai un compte Facebook, je publie sur Instagram, etc. Mais je crois essentiellement quand même à la responsabilité individuelle. En premier, responsabilité, c'est l'un des 3 mots fondamentaux du droit, et c'est là-dessus sur laquelle j'ai fait ma thèse, c'est la responsabilité. Et je crois vraiment à ça, en fait.
chacun a le choix de publier ou pas publier, de dire ou pas dire. Et je crois que c'est la première des protections, d'utiliser ou pas utiliser Facebook et son réseau, etc. Là où ça devient compliqué, c'est quand ce genre de réseau casse la confiance que vous lui avez accordée. Parce qu'elle effectue des actions qui n'ont pas été déclarées dans la politique de confidentialité, etc. Et je pense que le vrai problème du numérique, c'est la question de trust, de confiance, qui est cassée en ce moment qui a été cassée par Facebook et quelques autres acteurs. Et c'est vraiment dommageable pour l'ensemble de l'industrie parce que ça crée une régulation compliquée, voire totalement loufoque, comme on l'a dit avec les cookies. Le cookie, c'est juste trois petits fichiers qui vont te dire que tu as été sur telle page avant d'aller sur telle autre, grosso modo. On passe plus de temps là-dessus qu'à considérer pourquoi la DGFiP va filtrer et scanner tous les réseaux sociaux. Ou pourquoi est-ce qu'on va installer des caméras et l'intelligence artificielle pour détecter tout le monde à l'entrée du métro. Voilà. Et donc du coup, le fait que ce soit en plus des compagnies étrangères et non pas européennes, la question de la confiance est vraiment plus importante. Et d'ailleurs, on le voit aux États-Unis aussi. Vous avez vu l'audition du congrès du Zouk. Vous avez les questions autour d'Amazon, vous avez les questions autour de Google, le fait que le congrès commence à s'interroger, la FTC aussi, sur le démantèlement de Facebook, etc. Tout ça, c'est lié à la confiance. Et les politiques de confidentialité de données qui disent « vous inquiétez pas, on prend soin de vos données, ayez confiance », c'est plus suffisant pour l'utilisateur, c'est plus suffisant pour le citoyen. Cette information-là, moi je l'ai vraiment en tête quand je construis en fait, et quand je recommande, quand je conseille le business, quand on développe de nouveaux programmes, quand on développe de nouvelles choses, c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'être éthique et de garder la confiance. C'est vraiment important. Donc, il y a une part de déformation professionnelle sur le secteur police-justice, sur dans le DGFiP notamment, qui t'a occupé un certain nombre de soirées. Au-delà de ça, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est l'éducation numérique. Et là, j'en ai ma casquette de régulateur. Parce que ce que vous vient de vous dire, ça marche très bien pour nous. On est grand, on a le choix, on a un libre arbitre. On connaît les règles du jeu, on sait comment ça fonctionne. En partie. Là où c'est problématique, c'est quand les règles changent au milieu de la course. En revanche, moi je suis papa d'un petit garçon de 5 ans. Je vois l'attraction que peuvent avoir des écrans sur les enfants et la facilité avec laquelle ils se les approprient et ils arrivent très très vite à les utiliser. C'est assez délirant. J'entendais plein de gens en parler, mais tant qu'on n'y est pas confronté, on n'en prend pas vraiment conscience. Ce matin, il prend son petit test, il regarde des vidéos de Linguish, parce qu'il est chez Linguish, voilà, il les choisit lui-même, quoi. Il a 5 ans, mais ça fait un moment que c'est comme ça. Et je me dis que, ok, ça va super vite, ça va aller bientôt à l'école, il y a encore un maternel, mais il va être très, très prochainement confronté à ce genre de choses, portables, réseaux sociaux, etc. Il y a déjà une montre moins connectée, enfin, c'est assez vivant, voilà, mais après, c'est bientôt. Et donc il y a l'éducation. Enfin, voilà, ça vient de moi, mais du coup, je me pose, ça vient de moi, et pourtant je me pose quand même cette question. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ne se posent même pas. C'est important de ne pas oublier la composante d'éducation et de se l'appliquer également à soi-même. Voir à quel point les réseaux peuvent prendre une part importante, les réseaux et les téléphones, avec le jeu en ligne aussi. Il y a des méchants dealers de jeux sur les téléphones qui font perdre beaucoup de temps à cause des. Et de données aussi. Moi, je suis assez addict à ça, donc je fais attention. Il y avait une remarque, je crois, juste en dessous, une question avancée. La responsabilité parentale est aussi très forte. Je crois qu'il y avait juste une remarque à côté, et puis libérer Edouard. Voilà, moi, je voulais juste ajouter une petite précision à votre question avant de vous laisser. Vous pouvez dire, est-ce que vous recommandez de ne pas utiliser tout ça? C'est compliqué aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire je ne vais pas utiliser Messenger, je ne vais pas utiliser WhatsApp, je ne vais pas me connecter à un Wi-Fi. Forcément, on s'est confronté à ça. Après, je suis d'accord avec le point qui est de dire l'important c'est l'éducation. Et c'est aussi d'avoir conscience un petit peu de ce qu'on fait. Si on va stocker les données, on va faire sur un Google Drive et puis on ne va pas s'envoyer une clé USB, bah forcément
ça va être stocké sur un serveur de Google, ça va pas être sur votre clé USB, ça sera en local, donc potentiellement une entreprise privée peut y accéder encore. Est-ce qu'elle va vraiment vouloir y accéder? On ne sait pas, mais c'est juste le risque existe. Après, je suis pas sûr que mettre un post-it sur sa webcam, ça va changer foncièrement les choses, comme il y en a beaucoup qui le font. Une autre question, quand vous avez sur votre smartphone le D-Siri ou le OK Google qui est activé par défaut, est-ce que vous avez besoin de ça, ou est-ce que vous pouvez juste l'enclencher en appuyant sur le bouton? Peut-être que c'est suffisant, ça désactive le micro qui écoute en permanence pour savoir si vous allez dire D-Siri toutes les 3 secondes ou pas. Donc il y a des petites choses comme ça, mais le prix commence. Siri? Non, par rapport à la Syrie. Ah oui, d'accord. Siri et Siri. Mais par rapport à la Syrie, vous pouvez pas, je pense que c'est compliqué de dire on lutter complètement, c'est juste avoir des... Est-ce que vous avez besoin d'un HomePod, d'un Amazon Alexa dans votre salon? Est-ce que c'est gadget, c'est sympa, c'est fun? Mais est-ce qu'après, aujourd'hui, c'est hyper utile? Alors, je sais pas, mais je pense qu'il faut avoir conscience et se dire oui, en effet, mon usage va impliquer telle chose, et vous pouvez pas, je pense, lutter, aujourd'hui, c'est illusoire, je pense. Et sur ce, je vous remercie en tout cas de vos questions, de votre attention. Moi, je vais devoir filer, donc bonne journée à tous et bonne continuation. Et un grand merci à toi. Nous, on peut rester avec vous encore un tout petit peu, s'il y a d'autres questions, juste pour rebondir là-dessus, effectivement, après je vous donne la parole. C'est ce qu'on disait par exemple sur Google. Aujourd'hui, vous utilisez Gmail, vous êtes étudiant, bon, bah, ça marche très bien. Vous avez lu les conditions générales, vous savez que Google lit vos mails. Bon, c'est gratuit, ça marche bien, vous êtes le produit, pourquoi pas. Demain, dans un contexte professionnel, ce sera forcément différent. L'essentiel, c'est de le savoir. Si vous le savez, vous faites en conscience l'usage de Gmail que vous en faites, pourquoi pas? La question, c'est est-ce que vous êtes informé? Est-ce que vous avez consenti? Et est-ce que vous savez limiter cet usage dans certains cas qui pourraient poser problème? Par exemple, demain, dans votre vie active, où là, effectivement, on déconseillera peut-être d'utiliser Gmail. Alors, moi, j'ai une question. Vous pourriez regarder dans votre boîte de cristal pour nous prédire les métiers du numérique dans 2 ans, parce qu'on ne voudrait pas finir notre master et être concurrencé sur le marché de la main-d'œuvre avec des machines qui arrivent à traiter des données aujourd'hui au même niveau que les hommes. Voilà. Alors, de mon côté, moi j'ai vu qu'il y a un énorme besoin qui n'existe pas encore, qui est celui de, on pourrait dire, d'un anonymisateur, une personne spécialisée dans l'anonymisation des données. Parce qu'on remarque que quand vous lisez le règlement général sur la protection des données, il y a toujours cet objectif idéal qui pour le moment n'est qu'un idéal juridique, c'est l'anonymisation, mais qui sur le plan technique est aujourd'hui impossible. Et nous, justement au niveau des projets de recherche, les projets de recherche scientifiques qui impliquent notamment la collecte de données de santé, donc le traitement de données de santé. Aujourd'hui, le traitement des données de santé, c'est quelque chose de très sensible et sur lequel notamment Google se focalise. Il y a cette question qui implique pour nous, alors, au niveau de l'université et d'autres établissements publics, de se dire qu'il faut qu'on puisse faire en sorte que les projets de recherche que l'on réalise, d'accord, on va collecter des données de santé, parfois directement à partir du dossier médical des patients, donc c'est quand même des choses vraiment très sensibles. Et donc on se dit, mais à la sortie, une fois qu'on a obtenu les résultats et qu'il y a la publication de l'écrit scientifique, on est véritablement sûr qu'on ne peut jamais réidentifier la personne. Et là, la question de l'anonymisation est très importante, et dans l'état actuel des choses, il y a un manque, il y aurait un besoin futur d'avoir des experts en anonymisation, et pour moi, notamment au sein d'un service de protection des données, tel que le service de l'université, à l'avenir, ce serait essentiel d'avoir des profils comme ça. D'autres remarques là-dessus? Moi, je vois beaucoup les aspects cybersécurité, on l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est un domaine important. Je pense aux assurances en matière de cybersécurité aussi. Je pense que l'audit est un domaine extrêmement important qui conduit derrière aussi à des offres assurantielles. Une fois qu'on est audité, une fois qu'on a une forme d'accréditation, de certification sur la
qualité de son traitement de données, mais on peut l'assurer, assurer ses traitements, assurer son patrimoine immatériel. C'est des sujets sur lesquels un certain nombre de grandes structures travaillent. Il y a déjà des offres qui existent. Je pense qu'elles sont amenées à se développer, dans le domaine bancaire aussi, j'imagine. Ça aussi, c'est des domaines, à mon avis, porteurs dans les années à venir. Après, on n'est jamais certain. Il y a une question, je crois, dans ce coin-là, oui. Alors, toujours dans la thématique de la boule de cristal, je voulais savoir ce que vous pensiez de la cohabitation entre le RGPD et le Cloud Act sur le long terme, en fait. On en parlera demain. Oh non, on en parle aujourd'hui. Tout le monde ne sera pas là demain. Le Cloud Act, ça reste une norme spéciale. Votre question de fond, c'est le conflit des lois internationales. Et c'est la même question qu'on a depuis des dizaines d'années, en fait. C'est exactement la même chose. C'est 2-3 régulations, grosses régulations avec fort impact en termes de pénalités financières. Vous avez celle de GDPR en Europe, vous avez le CCP en Californie pour l'instant. En grosse sanction, vous avez en Chine, où vous coupe l'accès à Internet ou votre liberté, simplement, ou prison. Vous avez des États un peu plus autoritaires aussi qui créent certaines lois, etc. Vous avez des lois avec des sanctions extrêmement fortes au Japon ou en Corée. Et comment est-ce qu'on adapte ça? Moi, c'est mon boulot de tous les jours, en fait. On a une responsabilité internationale, c'est comment est-ce qu'on harmonise, comment est-ce qu'on développe un programme de compliance au niveau international en harmonisant, en étant plus en conformité possible avec les différents panels de lois sur lesquels on doit se conforter. Comment est-ce qu'on voit, on s'adapte. La question, c'est comment est-ce qu'on évalue le risque. Comment est-ce qu'on... le point premier, c'est de connaître son business. Où est-ce que les clients sont, où est-ce que les employés sont basés, où est-ce que le risque est fort, où le risque est-il plus faible, etc. Donc c'est évaluer, faire un état des lieux en fait, de tout son business, de tous ses systèmes, etc. pour identifier les choses. Comment est-ce qu'ensuite on harmonise le respect des droits des personnes. Comment est-ce que, vous voyez, pour répondre à un droit d'accès à Internet, droit d'accès aux données, vous avez 30 jours sur le GDPR, vous avez 15 jours sur la loi brésilienne, vous avez 45 jours au CCPA. Comment est-ce que je construis mon système? Est-ce que je construis mon système à 30 jours, parce que c'est le milieu, en prenant un risque sur le Brésil? Ou est-ce que je construis un système qui est capable de répondre en 15 jours, donc ça va couvrir l'ensemble des trucs, mais qui va me coûter 5 millions de développement de plus dans mon budget? Et tout ça, ce sont des questions qui se prennent en compte, ça s'appelle l'analyse de risque en fait, dans un contexte international, et qui est absolument passionnant. Enfin, moi, c'est mon métier, c'est absolument passionnant. Maintenant, le Cloud Act, l'accès, moi ce qui m'intéressait, c'était cette discussion entre Microsoft et la Cour de New York, quand le FBI a considéré qu'ils avaient le droit d'accéder des données stockées sur le cloud de Microsoft en Irlande, alors qu'ils n'avaient pas fait de demande de coopération avec l'autorité irlandaise. Ils considéraient que le cloud permettait d'accéder aux données qui étaient stockées à l'extérieur des États-Unis, parce que justement il y avait un accès depuis les États-Unis. Et c'est extrêmement important, c'est des questions qu'on a en termes d'analyse de risque, c'est est-ce que l'autorité française, si moi je stocke l'ensemble de mes données aux États-Unis, est-ce que l'autorité française qui peut aller sur mon ordinateur, voir que j'ai un accès sur un serveur qui est aux US, est-ce que la CNIL peut avoir accès à ce fichier? Et ça, ce sont des questions extrêmement intéressantes. Et je sais que tu as travaillé dessus, toi. Oui, alors on a enregistré. Oui, on a, nous, une certaine expérience des régulateurs américains, effectivement, de quelques déconvenues judiciaires avec le département de DOJ, le département de justice, qui nous a condamnés à des sanctions très lourdes, financières. Donc on est effectivement très attentif à ça. Le Cloud Act, effectivement, au début, il y avait une crainte très forte. Et quand on regarde exactement ce qui est écrit, les conditions
évoqué pour donner un accès illimité, sans limite à toutes les données des entreprises américaines, y compris lorsqu'elles sont en dehors du territoire. C'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus précis. Et on constate également qu'en France, on a aussi des mesures de rétention, entre guillemets. En ce moment, on a au niveau Parlement des échanges, des discussions très avancées sur le projet de blocage. En réalité, ce n'est pas un projet, la blocage elle existe déjà depuis les années 80. Les entreprises françaises, avant d'envoyer des données à des régulateurs étrangers, sont censées passer par cette phase, sauf que personne ne le faisait, quasiment personne. Ça va revenir, il y a eu un rapport qui a été fait un peu en commun, des discussions à l'Assemblée, etc. Donc demain, effectivement, l'Europe, la France notamment, mais l'Europe aussi, parce qu'il y a des discussions des Européens, c'est essayer de se protéger des demandes des régulateurs étrangers. La question, c'est un peu ce que disait Willy, c'est soit mes clients, ou surtout mon régulateur, est-ce qu'il est compétent en fait? Il y a une portée extraterritoriale également du GDPR en train de réguler des entreprises qui sont établies aux US. Donc voilà, c'est juste retour des choses. Le Cloud Act, oui, il faut regarder ce qu'il y a. S'il y a des vrais risques pour nous, on n'y va pas, ou on va utiliser un cloud européen, ou on va chiffrer nos données avant de les mettre dans le cloud. On n'est pas obligé d'être complètement passif. Voilà, il faudra une vision un peu. Il faut regarder les deux côtés. Il faut savoir si on veut travailler ou non sur un marché US en l'occurrence, il faut accepter aussi d'un jeu. On va prendre une dernière question si vous voulez bien, parce qu'après on va devoir vous quitter. Et vous voyez, les premières questions étaient toujours les plus difficiles à poser, après ça va tout ça. Alors moi je voudrais poser une question assez spécifique au RGPD et justement au recueil du consentement. Aujourd'hui, en fait, quand on accepte les conditions d'utilisateur sur Gmail ou Facebook, c'est notre consentement qui consentons justement à ces règles générales. Pour autant, en fait, on implique toute notre sphère en fait avec nous, qui n'a pas forcément consenti. Je me pose la question justement pour les personnes qui travaillent avec la mise en conformité justement avec le RGPD, comment on peut recueillir le consentement de personnes qui n'ont pas consenti? C'est-à-dire qu'on est co-créateur en fait de notre sphère. Enfin, je ne sais pas si je le fais. Oui, la question je vois d'où elle vient. On avait cette discussion en C2I ensemble sur, par exemple, aujourd'hui, vous choisissez un mail gratuit. Vous le faites vraiment, vous choisissez Gmail, c'est bien. Vous avez lu les conditions, vous les acceptez. Très bien, vous avez consenti. Après tout, c'est gratuit et ça marche bien. Et puis votre voisin avec qui vous en échangez par mail, lui, il a Proton parce qu'il a choisi un truc, il a payé pour ça, il veut que ce soit sécurisé. Le problème, c'est qu'il vous écrit sur Gmail, donc du coup, l'utilité même de l'utilisation de Proton est quelque peu limitée. Alors peut-être que oui, Saïd... Vous avez laissé commencer, quand même la star. Je voulais juste préciser que le consentement, ce n'est pas la seule base légale pour collecter des données. Il y a d'autres bases légales qui s'appliquent avant. Pardon, tu aimes bien l'intérêt légitime? Non, l'intérêt légitime, c'est risqué, mais il y a d'abord le contrat. Et les conditions générales d'utilisation, c'est un contrat. Ok, il n'est pas négocié, mais vous avez le droit de ne pas l'accepter. Et il est présenté avant, normalement, il est présenté avant, etc. Donc, il y a la collecte des données qui est liée avec l'exécution du contrat, avant le consentement. Le contrat qui est une forme de consentement libre, et clair. Qu'est-ce que tu fais des tiers au contrat? Du coup, moi j'utilise Proton, tu utilises Gmail. J'utilise Proton, toi. Tu pourrais. Non, mais c'est une bonne question. Enfin, moi, j'ai pas la réponse à ça, mais je voulais quand même, d'un point de vue légal, GDPR, parce que c'était le point de départ de la question, il y a d'autres bases légales sur lesquelles on peut collecter des informations sans que ça soit le consentement. Il y a... Non, pas spécialement, je pense que tu as... c'est assez complexe en fait comme thématique. J'ai pas de réponse à te donner claire maintenant. Je pense que c'est en matière de protection des données personnelles et qu'on parle de consentement. Consentement, ça paraît simple, mais il y a plein de facteurs après qu'on ait donné un consentement qui font qu'au final on n'a pas consenti de base à ça. Mais est-ce que, je sais pas, en fait au final c'est vraiment, c'est complexe et la réponse, il n'y a pas vraiment de réponse en fait, on essaye.
moi j'aurais tendance à dire qu'on revient à la question de la sensibilisation et de la formation, c'est-à-dire qu'il y a une zone critique, entre guillemets, peut-être à atteindre. En tout cas, c'est ce que disent les défenseurs d'un certain point de vue très libertaire, en disant finalement, tant qu'on a en gros 95% de l'humanité qui utilise des services gratuits, donc vous êtes le produit, mais forcément, ceux qui utilisent Proton, par exemple, pour les emails, ça sert à rien, clair, ça sert à rien. Pas grand chose. Mais si demain on était 20, 30, 40% par exemple, et qu'on utilisait tous des VPN et qu'on utilisait tous des serveurs privés, peut-être ça changerait un petit peu aussi la donne. Voilà, donc il y a une zone critique entre guillemets à atteindre. Ça passe par l'éducation, je pense. C'est aussi le rôle, peut-être pas tant d'ailleurs des universités, ça commence à l'école, ça commence au primaire, au collège, au lycée, où il faut expliquer ces choses-là. Je pense tout à l'heure, tu disais ton fils de 5 ans, oui, je pense qu'aujourd'hui on a intégré ça aussi de plus en plus dans les formations, peut-être pas encore à ce stade, mais moi je suis intervenu dans des collèges par exemple pour expliquer ça. C'est comme ça que progressivement, peut-être, on peut, si on veut être optimiste, lentement faire changer les choses, parce que juridiquement, votre question n'a, à mon sens, pas de réponse. C'est le problème de la contagion, entre guillemets, contractuelle, pour le dire simplement. Si Jérôme me fait penser à ça, mais finalement, c'est pas nouveau. Dès que vous dépossédez vous-même en partageant une information, vous perdez le contrôle dessus. Bien sûr. Et une photo qui est taguée par un tiers. Oui, non, mais même que ce soit une lettre avec un cachet dessus, elle est fermée, elle est scellée comme vous l'avez vu. Une fois qu'elle arrive au destinataire, elle est ouverte. Et elle peut être laissée sur la table de votre manoir, et d'autres personnes vont la voir, etc. Donc c'est vrai que c'est une problématique amplifiée par Internet, mais c'est pas une problématique nouvelle sur la dissémination d'informations. Et tes mails restent chiffrés sur Proton, ils restent là-bas, ils sont protégés, les tiens. Les miens, oui. C'est juste ce que tu m'as envoyé, que j'ai partagé avec Google, ça m'en laisse pas gentiment une copie. C'est ça en fait, Google. Google est amour et Google est tout. Nous finirons par ces paroles extrêmement positives. Un immense merci à vous d'être venus, merci à tous les participants à cette table ronde.